Oui, je crains que ce soit vrai et je suis vraiment désolé. Après 13 ans à faire Wheeler Dealers, je vais maintenant quitter l'émission. Pendant 13 ans, Ed China a été le géant calme qui réparait les voitures dans Wheeler Dealers. Puis tout s'est effondré. La chaîne voulait réduire son temps d'atelier. Il est parti, mais son départ lui a tout coûté. Son garage a fait faillite. Sa chaîne YouTube s'est mystérieusement arrêtée. Un scandale Ferrari a détruit sa réputation. Et son co-animateur Mike Brewer dit qu'Ed a fait de très mauvaises choses. La vérité implique de l'argent, de l'ego et une vidéo de 37 secondes qui a changé la façon dont les fans voyaient leur mécanicien préféré pour toujours. Tout a commencé à Londres le 9 mai 1975. C'est le jour de la naissance d'Edward John China. Mais personne n'aurait pu deviner que ce grand garçon curieux deviendrait un jour l'un des mécaniciens les plus respectés de la télévision. Son enfance n'était pas comme celle de la plupart des enfants. Son père, ingénieur aéronautique, a transformé leur maison en mini-atelier industriel. Ce n'était pas un garage basique avec quelques outils. C'était à un endroit où le jeune Ed a appris comment les choses fonctionnent, les démontant et les remontant. Pendant que les autres enfants jouaient à des jeux vidéo, Ed passait 12 heures par jour à expérimenter avec des systèmes électriques et des pièces mécaniques. Il ne se contentait pas de jouer avec des machines. Il les étudiait, les testait et les reconstruisait jusqu'à ce qu'elles fonctionnent parfaitement. Même à un jeune âge, la volonté de perfection d'Ed se démarquait. Il n'était pas satisfait si quelque chose fonctionnait simplement. Il fallait que ce soit parfait. Son père n'a cessé de le mettre au défi avec des projets plus difficiles. Avec le temps, le garçon qui réparait autrefois des jouets construisait maintenant des machines complexes avec des pièces mobiles et de l'électronique fonctionnelle. Ses explications plus tard dans Wheeler Dealers semblaient si simples parce que pendant des années, il s'était entraîné à rendre le compliqué facile. Mais l'école n'était pas si facile pour lui. Il est allé à la King Edward School dans le Surrey, un internat historique rempli d'étudiants riches qui jouaient au rugby et se souciaient plus de s'intégrer que de réparer des moteurs. Avec ses 2 mètres de haut, Ed se démarquait, et pas seulement à cause de sa taille. Il ne se souciait pas de la popularité ou du sport. Il passait son temps libre à dessiner des machines et à résoudre des problèmes dans sa tête. Cela le rendait différent, et dans cet environnement, différent signifiait solitaire. Pourtant, ce même isolement l'a poussé à faire confiance à son propre instinct, son propre instinct. C'est dans ces moments de calme que Ed a décidé qu'il n'échangerait jamais la précision contre la popularité. Lorsqu'il a quitté l'école 1949, il a emmené cet état d'esprit directement à l'université. À la London South Bank University, Ed s'est inscrit au programme de conception de produits d'ingénierie. Là, il a vraiment trouvé son rythme. Le cours se concentrait à la fois sur la pensée créative et scientifique, ce qui correspondait parfaitement à son style. Les professeurs ont rapidement remarqué sa capacité non seulement à construire, mais aussi à expliquer. Il pouvait transformer un jargon d'ingénierie dense, leçons simples et engageantes, ce qui attirerait un jour des millions de téléspectateurs. Alors que la plupart des étudiants jonglaient avec quelques devoirs, Ed gérait 35 projets automobiles à la fois. Ce n'est pas une faute de frappe. 35. Et cela sans compter l'énorme bus à Impérial qu'il a acheté et transformé sa maison. Oui, alors que d'autres vivaient dans des dortoirs, Ed vivait dans un bus entièrement câblé, chauffé et équipé de plomberie. C'est devenu une légende du campus. À l'intérieur, il avait de l'espace pour travailler, vivre et imaginer la prochaine grande chose. Ce n'était pas seulement cool, c'était génial. Et puis est venu le canapé. Pas n'importe quel canapé, mais le Casual Lofa. Ed l'a construit pour collecter des fonds pour une expédition au Belize, mais c'est devenu quelque chose de beaucoup plus grand. Utilisant un mini-moteur à essence de 1265 Nm et une boîte de vitesse automatique, il a créé un canapé roulant entièrement homologué pour la route. Les commandes étaient cachées dans les accoudoirs. Les housses étaient lavables et il pouvait atteindre des vitesses de 140 km/h.
il a battu le record du monde Guinness du meuble le plus rapide à Goodwood 1998. Plus important encore, il a prouvé qu'Ed ne pensait pas seulement différemment. Il a tenu ses promesses. Ce que la plupart des gens ne savaient pas, c'est que derrière l'écran, il y avait une famille qui le soutenait discrètement. Les leçons d'ingénierie de son père avaient donné le ton. Sa femme, Imogen, l'a aidé à gérer l'aspect commercial de ses projets. Et son beau-père était le directeur des cascades pour le film Braquage à l'italienne. Cette connexion a appris à Ed comment mélanger la mécanique avec la narration visuelle. Il ne s'agissait pas seulement de construire des voitures, il s'agissait de faire sorte que les gens s'y intéressent. Ce qui concerne la télévision, Ed n'avait pas de plan ni de contact. Il s'est juste présenté, espérant n'importe quoi dans l'industrie du cinéma. C'est ainsi qu'Ed China s'est retrouvé 1994 à marteler une Rover délabrée pour la sitcom Father Ted. Il a passé une semaine entière à détruire la voiture jusqu'à ce qu'elle ait l'air parfaite. Vieille, misérable et parfaite pour une tombola d'église. C'était un travail désordonné et peu glamour. Mais il adorait ça. Il se sentait bien. Pendant que les acteurs tournaient Irlande, Ed est resté à Londres avec l'équipe junior. Un étrange problème s'est posé. Le fauteuil roulant du père Jack devait bouger tout seul. L'équipe n'arrêtait pas de le surdimensionner avec des moteurs et des chaînes qui tombaient toujours panne. Ed l'a regardé, a ri et a dit « Pourquoi ne pas simplement utiliser un démarreur ?» Au final, ils l'ont tiré avec une corde, mais la leçon lui est restée. Les idées simples gagnent souvent. Ce moment, aussi petit soit-il, a façonné la façon dont il aborderait l'ingénierie pour toujours. 1999, Ed est allé plus loin. Il a créé une entreprise avec un nom ridicule, Comfy Banana Limited. Mais derrière ce nom se cachait une idée brillante, construire des véhicules sauvages déguisés meubles. Ce n'étaient pas des gadgets. Ce sont des machines homologuées pour la route et entièrement assurées. Son canapé voiture, sa baignoire, son vélo et même une salle de bain motorisée pouvaient tous être loués pour environ 3 000 $ par événement. Les agences de publicité et les événements d'entreprise étaient ravis de payer pour cela. Il ne s'est pas arrêté au canapé. Il a créé des chariots de course, des lits et même un ensemble de salles de bain complet sur roues. L'une de ses constructions les plus scandaleuses, le Bog Standard, pouvait transporter des passagers dans sa baignoire sidecar à 68 km/h. Ce qui ressemblait à de la comédie était fait du marketing intelligent et de l'ingénierie sérieuse. 2009, il a ajouté une autre entreprise appelée Grease Junkie. C'était à la fois un garage et un magasin de marchandises liés à Wheeler Dealers. Avec chaque nouvelle entreprise, il a construit davantage de sources de revenus à partir de son savoir-faire mécanique. Il n'était plus seulement un gars de la télévision. Il dirigeait un petit empire. Mais bien avant cela, Ed connaissait la valeur de se faire remarquer. 1998, il est apparu au Top Gear Live à Silverstone, conduisant son célèbre canapé motorisé, le Casual Lofa. La même année, Jeremy Clarkson l'a présenté dans une vidéo qui faisait courir le canapé contre de vraies voitures. C'était de la folie, mais ça a marché. Soudain, tout le monde dans le monde automobile savait qui était Ed China. Il a maintenu l'élan avec des apparitions régulières au Big Breakfast, présentant de nouvelles inventions comme la voiture de salle de bain et le lit roulant. 2000, il a rejoint Scrap Heap Challenge et 2002, il était le concepteur régulier de Panic Mécanique. Chaque émission a renforcé sa réputation. Ainsi, lorsque Wheeler Dealers a été lancé 2003, Ed avait déjà des fans et de la crédibilité. Puis sont venus les records du monde Guinness. Octobre 1998, Ed a atteint 140 km/h dans un véhicule de meubles, battant son premier record. Mais il ne s'est pas arrêté là. 2005, il a construit le plus grand chariot de course motorisé au monde, mesurant près de 3 mètres de haut. 2011, son Bog Standard a établi le record du monde du véhicule de salle de bain le plus rapide, atteignant 68 km à Milan.
Mais peut-être que le record le plus significatif est venu 2020. Ed a construit le camion de crème glacée électrique le plus rapide, atteignant 110 tonnes 164 kg/km chacun. Ce n'était pas seulement pour le plaisir. Londres interdisait les camionnettes diesel pour des raisons environnementales. Et Ed a vu une opportunité. Il a créé un kit de conversion électrique pour maintenir ses véhicules emblématiques vie et légaux. C'était un record avec un but. Tout cela, chaque invention, chaque apparition à la télévision, chaque record faisait partie d'un plan plus vaste. Il a transformé un projet étudiant en un modèle commercial complet. Les entreprises louaient ces véhicules pour 3 000 $ ou plus. La télévision a apporté de la visibilité. YouTube a apporté plus de fans. Les marchandises, le conseil, les records, tout s'est additionné. 2003, Discovery Channel a fait quelque chose d'audacieux. Il ne voulait pas simplement une autre émission automobile. Il voulait changer la façon dont les gens voyaient la restauration automobile à la télévision. Ils ont donc soigneusement choisi deux personnalités très différentes. Ed China, un mécanicien calme, grand et génial, qui pouvait expliquer des réparations complexes étapes simples, et Mike Brewer, un concessionnaire automobile bavard qui savait comment acheter bas et vendre haut. Ensemble, ils ont lancé Wheeler Dealers. Il ne s'agissait pas de voitures rapides ou de cascades tape à l'œil. Il s'agissait de trouver de vieux véhicules délabrés, de les réparer avec un vrai savoir-faire et de réaliser un profit. Ed n'était pas seulement un mécanicien, c'était un enseignant salopette. Mike a apporté de l'énergie et des offres, et la combinaison a fonctionné mieux que quiconque ne l'avait imaginé. Mais dès le début, il y a eu des tensions. Mike s'est concentré sur l'aspect commercial. Conclure des accords, faire tourner les voitures rapidement. Ed, lui, était tout au sujet des détails. Il voulait enseigner. Il voulait que les téléspectateurs comprennent chaque boulon, chaque fil et chaque outil. À l'écran, ils riaient et plaisantaient. Hors écran, leurs visions se sont lentement éloignées. Mike a même qualifié Ed de son meilleur ami et l'a fait parrain de son enfant. Mais être des amis proches ne les a pas empêchés d'être frustrés. Mike s'est penché sur l'aspect divertissement. Ed a continué à se battre pour plus de temps d'atelier, et ce conflit silencieux sur le but de l'émission n'a jamais vraiment disparu. Ce qu'Ed n'a peut-être pas réalisé au début, c'est que le format a tranquillement fait de lui la véritable star. Chaque épisode suivait une formule simple: acheter, restaurer, vendre. Mais les téléspectateurs ne regardaient pas l'émission pour voir une bonne affaire. Ils regardaient pour voir Ed. Sa voix calme, son mètre 80 et sa passion pour le détail ont rendu les segments d'atelier inoubliables. Il ne se contentait pas de réparer les voitures, il les expliquait, et les gens ont adoré ça. Même alors que la popularité de l'émission montait flèche, Ed est resté humble, presque inconscient de son importance. Cette modeste discrétion allait plus tard se heurter à une chaîne qui ne semblait pas comprendre pourquoi l'émission fonctionnait premier lieu. Wheeler Dealers a explosé bien au-delà du Royaume-Uni. Elle a été diffusée dans 220 territoires et a touché plus de 200 millions de téléspectateurs. Elle est devenue le succès mondial de Discovery Channel. Des spin-offs ont suivi: Trading Up, Dream Car et même Wheeler Dealers France. Ed et Mike sont devenus connus partout, de l'Europe à l'Asie passant par l'Amérique du Sud. Mais avec ce succès mondial est venue la pression. La chaîne a vu de l'argent. Ils voulaient des rotations plus rapides, moins de complexité et plus de divertissement. Les marchandises ont commencé à se vendre sous la marque Grease Junkie d'Ed. L'émission a cessé d'être uniquement une question de passion et a commencé à devenir un produit. Et lentement, la pression pour simplifier, pour réduire le temps d'atelier d'Ed, a commencé à monter. Au début, la production était simple. Une petite équipe, composée de seulement 5 personnes, dont Ed et Mike, travaillait dans des ateliers modestes. Mais 2012, tout a changé. Ils ont déménagé aux États-Unis, ont installé une nouvelle base Californie et ont fait venir une équipe plus importante.
Leur atelier a déménagé au 5342 Research Drive à Huntington Beach. Plus de lumière, plus de caméras, plus de coûts et plus d'interférences. L'émission est passée de petite et personnelle à grande et industrielle. Les normes de la télévision américaine exigeaient un contenu plus court et plus rapide, et les explications lentes et minutieuses d'Ed ont soudainement été considérées comme excessives. La chose même qui rendait l'émission spéciale était mise de côté. Pourtant, Ed a continué. Pendant 13 saisons, il a restauré 135 voitures. Chacune était un chef-d'œuvre pratique. Des vieilles Volvo aux MG rouillées, il s'est attaqué à toutes avec soin et précision. Certains épisodes ont coûté des dizaines de milliers de livres, rien que pièces. Certains avaient besoin d'outils et de composants rares expédiés de toute l'Europe. Mais il a toujours trouvé un moyen de faire fonctionner les choses. Les téléviseurs, les téléspectateurs n'ont pas seulement appris, ils ont été inspirés. Pourtant, le rythme était brutal. Enseigner chaque réparation tout filmant pour la télévision n'est pas facile. Et à mesure que les exigences augmentaient, la patience d'Ed s'amenuisait. La charge de travail a augmenté. La liberté créative a diminué et 2017, il est parti. Les segments d'atelier étaient sa fierté. Pour la chaîne, ils étaient coûteux et chronophages. Chacun nécessitait un éclairage parfait, plusieurs caméras et des heures de préparation. Mais pour Ed, ces segments étaient l'émission. C'est là qu'était la valeur. Les gens lui ont écrit disant qu'ils avaient appris à réparer leur propre voiture grâce à lui. Des fans ont fait la queue pour le remercier personne. Ils croyaient que ces segments comptaient plus que n'importe quelle révélation tapée à l'œil. Mais la chaîne voulait des coupes. Ils voulaient réduire cela à des plans d'avant et d'après, pas le travail désordonné entre les deux. Pour Ed, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. L'émission n'était plus ce qu'elle était au départ, et il a refusé de faire des compromis. Alors que tout cela se passait à l'écran derrière les coulisses, quelque chose d'autre s'effondrait. Ed avait lancé son propre garage, Grease Junkie, à Bracknell. Cela ressemblait à un rêve devenu réalité, une version réelle de la magie de l'émission. Mais 2016, l'entreprise a fait faillite. Le garage a été liquidé. Ed, malgré tout son génie, a eu du mal avec l'aspect commercial et cet effondrement signifiait que l'émission perdait sa base d'atelier fiable. La production a dû se déplacer à nouveau. C'était un autre coup dur pour le cœur éducatif de Wheeler Dealers. Les téléspectateurs le voyaient construire et réparer, mais derrière le rideau, son vrai garage fermait ses portes. Malgré tout cela, la passion d'Ed ne s'est jamais arrêtée. Loin de l'émission, il a poursuivi des inventions folles et des records du monde. Il a construit le bureau motorisé le plus rapide, 140 km/h, sur le pont de Westminster. Il a construit des toilettes Fomana fonctionnelles qui ont atteint 60 km/h. Un énorme chariot de course qui mesurait plus de 3 mètres de haut. Et même un camion de crème glacée électrique qui a dépassé les 118 km/h. Cette camionnette n'était pas qu'un coup de pub. C'était sa réponse à l'interdiction par Londres des anciens camions de crème glacée diesel pour avoir pollué l'air. Ed voulait prouver que vous pouviez devenir vert et toujours aller vite. Ces records n'étaient pas seulement amusants, c'était de l'innovation avec un but. Au milieu de tout ce chaos, une partie de la vie d'Ed est restée ancrée. Son mariage avec Imagigen, une brillante femme d'affaires norvégienne. Elle a obtenu une maîtrise commerce et économie de l'une des meilleures écoles d'Europe. Elle a occupé des postes de direction dans de multiples entreprises, dont Grease Junkie et des entreprises de médias. Ils se sont rencontrés dans un restaurant, sont tombés amoureux et ont eu un mariage privé à Londres. Malgré toute l'attention du public, ils ont gardé leur relation discrète. Pas de drame public, pas de recherche de projecteurs, juste une loyauté tranquille. Il n'y a aucun signe qu'ils aient jamais eu d'enfant, peut-être par choix. Mais Imagigen n'était pas seulement à l'arrière-plan. Elle était une force majeure gérant les relations publiques, construisant des marques et aidant Ed dans les coulisses. Mike Brewer et Ed China ont transformé Wheeler Dealers un succès mondial.
Mais coulisses, la tension grandissait comme de la rouille sous une peinture fraîche. Brewer voulait de l'action, des rires et du drame, le genre de choses qui maintenaient les gens collés à l'écran. China voulait de la profondeur. Il croyait que le cœur de l'émission résidait dans les boulons et les écrous. Lorsque la production a déménagé Californie 2015, la pression a augmenté. La chaîne voulait moins de graisse et plus de glamour. Sheena a refusé. Il croyait que son temps d'atelier était sacré. Pour lui, ce n'était pas seulement une émission automobile, c'était une salle de classe. Mais les dirigeants de Velocity n'étaient pas d'accord. Ils lui ont dit carrément que ces segments d'atelier étaient trop difficiles à réaliser. Cela l'a profondément blessé. Brewer, quant à lui, ne cachait pas sa frustration. Au cours des dernières saisons, il croyait que la renommée avait changé China. Il est devenu une star de la télévision, pas un mécanicien, a déclaré Brewer. Il a affirmé qu'Ed avait commencé à choisir les travaux qu'il ferait et ceux qu'il sauterait. Certains initiés ont déclaré que China, avec ses 2 maîtres, était devenu plus soucieux de son image et moins désireux de ramper sous les voitures. Brewer a vu cela comme de l'ego. Il a dit que China avait fait de très mauvaises choses et qu'il n'était pas aimable. Finalement, la chaîne a donné un choix à Ed. Rester et suivre le nouveau format ou partir. Hors caméra, les choses devenaient laides. China se battait avec les producteurs pour le contrôle. Il voulait des épisodes plus serrés avec des montages plus rapides. Il voulait montrer chaque étape de chaque réparation. Les producteurs ne voulaient pas. Ces scènes prenaient trop de temps à tourner, trop d'angles de caméra, trop d'argent. Certains segments d'atelier prenaient 12 heures à filmer. Ce genre de détails ne correspondait tout simplement pas au nouveau plan. Sheena a refusé de céder. Il croyait que sauter des étapes signifiait mentir au public. L'argent a été le dernier clou. La Californie n'était pas bon marché. Main-d'œuvre syndiquée, location de matériel, temps de studio, tout s'est additionné. Les producteurs ont calculé que réduire les scènes de Sheena permettrait d'économiser beaucoup d'argent. Quelques heures de moins dans l'atelier signifiaient des milliers d'économies. Pour la chaîne, c'était une décision commerciale intelligente. Pour Sheena, c'était une trahison, et les gens ont commencé à le remarquer. Les membres de l'équipe ont déclaré que le perfectionnisme de Sheena ralentissait tout. Certaines scènes ont nécessité 3 tournages complets juste pour répondre à ces normes. Un YouTuber a déclaré qu'une simple collaboration avec lui s'était transformée en un cauchemar de retard et d'exigence. Même les propres fans de Sheena devenaient frustrés. 2022, ses supporters indépendants de Patreon ont commencé à se plaindre. Les vidéos promises ne sont jamais apparues. Les schémas techniques n'ont pas été livrés. Puis, un jour, toute sa configuration Patreon et PayPal a disparu. Aucune explication. 2016, Discovery avait déjà préparé le terrain. Ils ont pris l'émission à Adaboy TV au Royaume-Uni et l'ont confiée à Velocity aux États-Unis. C'était un redémarrage complet. Fini le garage britannique confortable, place à un format américain brillant et rapide. Ils ne voulaient pas un coin d'artisan. Ils voulaient une machine à contenu. Le monde de Sheena disparaissait pièce par pièce. Puis est venu le moment qui l'a brisé. Velocity a déclaré que toute l'émission était trop difficile à réaliser dans sa forme originale. Ces scènes d'atelier ont été étiquetées comme le problème. Elles nécessitaient le plus de temps, le plus de lumière et le plus d'argent. La solution, les réduire ou les supprimer. Sheena a admis plus tard qu'il avait l'impression qu'il déchirait. Le travail de sa vie, il ne reconnaissait pas ce que l'émission était devenue. Après son départ, les chiffres ont raconté l'histoire. Une analyse indépendante a comparé les anciens épisodes aux nouveaux. Pendant le temps de Sheena, les segments d'atelier duraient moyenne 20 minutes et 31 secondes. Après son départ, cela a chuté à seulement 15 minutes et 30 secondes. Certains épisodes avaient à peine 11 minutes de contenu technique. C'est une réduction de près de 50%. L'atelier, l'âme même de l'émission, était vidé à la vue de tous. Il ne s'agissait pas seulement de temps d'écran, il s'agissait de respect. Velocity voulait simplifier l'émission,
Il voulait moins de profondeur, plus de flash. Kaina a appelé cela ce que c'était, un abaissement du niveau. La chaîne croyait que les téléspectateurs ne se souciaient pas des détails. China croyait le contraire. Il a dit que réduire son processus signifiait le transformer quelque chose de plus lisse, de plus rapide, de plus facile à digérer. Mais ce n'était pas lui. Ce n'était pas pour ça qu'il avait commencé. Le 21 mars 2017, Ed China s'est assis devant une caméra portant sa salopette habituelle et a discrètement lâché une bombe qui allait ébranler le monde de la télévision automobile sans avertir Discovery Channel ni même son co-animateur de longue date, Mike Brewer. Il a annoncé qu'il quittait Wheeler Dealers après 13 ans. Pas de communiqué de presse. Pas de déclaration approuvée par la chaîne, juste une simple vidéo YouTube. Mais dès qu'elle a été mise ligne, elle s'est propagée comme une traînée de poudre. Quelques heures, les médias sociaux et les forums automobiles se sont enflammés de choc. Ed a expliqué calmement que la nouvelle direction de l'émission, la réduction des segments d'atelier, était quelque chose qu'il ne pouvait pas soutenir. Il a dit que cela compromettrait la qualité de son travail et trahirait ce que l'émission représentait. Les fans n'étaient pas seulement surpris, ils étaient stupéfaits. Il n'y avait eu aucun signe de problème. Et maintenant, l'un des mécaniciens les plus populaires de la télévision quittait une émission qui touchait plus de 200 millions de téléspectateurs dans le monde. Ce qui a encore plus choqué les fans, c'est ce qu'Ed a dit ensuite. Il a révélé que la chaîne Velocity voulait raccourcir les scènes de réparation détaillées parce qu'elles étaient trop coûteuses et prenaient trop de temps. Il voulait des montages plus rapides, des révélations plus rapides et plus de divertissement, moins d'éducation. Ed a vu cela comme une trahison de ce sur quoi Wheeler Dealers était construit. Il a dit que cela éroderait non seulement l'intégrité de l'émission, mais la sienne propre. Pour des millions de téléspectateurs, ce n'était pas seulement un gars qui quittait son emploi. C'était un homme qui s'élevait contre la cupidité des entreprises. Et cela a touché un point sensible. Ed ne se contentait pas de démissionner. Il exposait comment les chaînes tuaient ce qui rendait ces émissions spéciales. Et Internet a répondu avec fureur. Cette fureur est vite devenue laide. Quelques heures après la vidéo d'Ed, les fans ont inondé les médias sociaux de haine. Mais au lieu de la diriger vers la chaîne, ils se sont retournés contre Mike Brewer. Il n'avait rien dit. Il ne savait même pas qu'Ed démissionnait. Mais cela n'avait pas d'importance. Les gens l'ont blâmé. Ils pensaient qu'il avait poussé Ed dehors. Les forums étaient remplis d'attaques. Sa section de commentaires est devenue toxique. Et il ne s'agissait pas seulement d'insultes. Les gens organisaient des campagnes de harcèlement. Ils ont répandu des rumeurs. Ils ont publié des menaces. Certains ont même retrouvé les comptes personnels de Brewer et les ont inondés de messages violents. C'est devenu incontrôlable plus vite que quiconque ne pouvait l'arrêter. À peine 6 jours plus tard, cela a atteint un point terrifiant. Mike Brewer a révélé que lui, sa femme et sa fille recevaient assez des menaces de mort, pas vagues, mais des menaces graphiques spécifiques. Il a dit que les gens prétendaient être devant sa maison. Certains ont menacé d'agresser sa femme. D'autres ont dit qu'il tuerait son enfant. Il a appelé la police. Il a commencé à éviter les lieux publics. Dans un moment effrayant, un groupe d'hommes dans un restaurant a commencé à lui crier des insultes alors qu'il mangeait. Mike a admis qu'il ne faisait pas face. Il a bu plus. Son humeur a changé. Il avait peur pour sa famille. Ce qui avait commencé comme un remaniement de la télévision était devenu un cauchemar réel. Ed China, réalisant à quel point les choses avaient mal tourné, a fait quelque chose de rare dans le showbiz. Il a publié une autre vidéo. Cette fois, non pas pour se défendre, mais pour défendre Mike. Il a admis que lui et Mike n'étaient pas exactement bons termes, mais il a dit que la haine devait cesser. Il a dit aux fans que personne ne méritait ce que Mike et sa famille traversaient. Il a rappelé à tout le monde que quoi qu'il se soit passé dans les coulisses, cela ne valait pas la peine de blesser des innocents. Sa vidéo a un peu calmé les choses, mais les dégâts étaient déjà faits. Leur amitié était brisée, leur réputation était meurtrie et les retombées continuaient de se propager.
Lorsque Ant Anstead a remplacé Ed China 2017, l'émission n'a plus jamais été la même. Les chiffres ont raconté l'histoire. Pendant le temps d'Ed, chaque épisode avait de 19 à 25 minutes de contenu d'atelier. Les épisodes d'Ant duraient moyenne seulement 15 minutes. Certains avaient aussi peu que 11 minutes de temps de réparation réel. Ed avait averti que cela arriverait, et c'est arrivé. Les fans ont remarqué. Ils se sont plaints. Ant a fait de son mieux, mais le format ne correspondait plus à la promesse. Après seulement 3 saisons, il est parti. Le prochain remplaçant, Mark Elvis Priestley, avait de l'expérience Formule 1. Mais même lui n'a pas pu réparer ce qui était maintenant une émission conçue pour la vitesse, pas pour la substance. Pendant ce temps, Ed China n'a pas disparu. Il est retourné sur YouTube et avril 2021 a lancé Ed China's Workshop Diaries. C'était tout ce qui manquait aux fans. Des réparations longues et détaillées, pas de publicité et une passion pure. Chaque épisode allait profondeur, passant parfois 30 ou 40 minutes sur une seule réparation. Pas de précipitation, pas de raccourci, juste du contenu technique solide. Son premier grand succès a été une restauration de Golf GTI Norvège. Elle a accumulé des millions de vues. 2025, ça a été bien ça, 2025. Sa chaîne comptait plus d'1 million d'abonnés et gagnait jusqu'à 13 800 $ par an juste grâce aux publicités. Ce n'était pas l'argent de la télévision, mais c'était honnête, et cela prouvait que les fans avaient toujours soif de profondeur. Mais le coût de cette honnêteté était élevé. La valeur nette estimée d'Ed était comprise entre 100 000 $ et 250 000 $. Il n'était pas riche. Wheeler Dealers lui avait donné une renommée mondiale. Rester aurait pu lui rapporter 500 000 $ par an ou plus, grâce à des accords, des produits dérivés et des licences. Au lieu de cela, il est parti. Il a construit ses propres entreprises, Comfy Banana et Grease Junkie, avec son propre argent. Pas de filet de sécurité, pas de garantie. La plupart des stars de la télévision ne prendraient pas ce risque. Mais Ed l'a fait parce que pour lui, bien faire les choses comptait plus que de devenir riche. Puis, 2025. Janvier, Ed a publié une vidéo annonçant un nouveau projet. Il avait acheté la Ferrari la moins chère d'Europe, une 308 GT4. L'affirmation a explosé instantanément. Les téléspectateurs ont adoré l'idée, mais les forums automobiles ne l'ont pas cru. Les experts ont commencé à poser des questions. Ses prix ne correspondaient pas. Pas de reçu, pas de preuves. D'autres ont trouvé des Ferrari sur le marché qui étaient moins chères. La réaction a été vive. La vidéo a obtenu des millions de vues sur FE, mais aussi un flot de commentaires négatifs. Les gens ont dit qu'Ed chassait les clics, pas les faits. Et pour la première fois, les fans ont commencé à se demander s'il était toujours le même Ed China qu'ils admiraient. Puis ça a empiré. Une vidéo de 37 secondes a fuité des coulisses. Elle montrait Ed dans une violente dispute avec un caméraman. La dispute portait sur le retournage d'une scène de retrait de roue. Ed a dit que ce n'était pas bien fait. Le caméraman a riposté. L'éclairage était mauvais. Ils étaient à court de temps. Mais Ed n'a pas voulu céder. Le clip est devenu viral. 800 000 vues 2 jours. Et soudain, les gens ont vu une autre facette de lui. Pas le mécanicien calme et amical, mais quelqu'un d'exigeant, de contrôlant, peut-être même de difficile. Les fans étaient confus. Certains l'ont défendu. D'autres ont dit que les rumeurs sur son perfectionnisme étaient enfin confirmées. Ed n'a rien dit. Pas d'excuses, pas d'explications. Et puis est venue la plus grande déception. La même année, la série YouTube de longue date d'Ed, Workshop Diaries, s'est tue. Pas de nouvelles vidéos. La page d'accueil était configurée mode maintenance. Les fans ont vérifié les médias sociaux, seulement des mises à jour vagues, principalement sur la Ferrari. Aucun sponsor n'a été mentionné, aucun nouveau projet annoncé. Les fans les plus fidèles se sont sentis abandonnés. C'était la série qui était censée être son retour, sa rédemption. Et maintenant, il semblait que même cela avait été laissé de côté.
Un dernier coup est venu d'un endroit improbable, le monde universitaire. Ed avait prévu un projet de haut niveau avec le département d'ingénierie de l'Université de Birmingham. Cela semblait parfait. Le cerveau technique d'Ed travaillant avec les meilleurs étudiants, mais le projet s'est effondré. L'université a déclaré qu'aucun accord n'avait pu être conclu. Les étudiants sur les forums ont affirmé qu'Ed avait formulé des exigences irréalistes et avait refusé de suivre les horaires universitaires. Il voulait que ce soit fait à sa façon. L'université ne pouvait pas travailler avec lui. Toute la collaboration a été suspendue. Et pour la première fois, il semblait que les normes légendaires d'Ed China repoussaient les gens au Sanazana au lieu de les attirer.